Bonsoir à tous. Notre sujet, faut-il pendre tous les visionnaires? Il se trouve que pendant 6 ans, j'ai travaillé dans une entreprise dont le dirigeant fondateur croit être un grand visionnaire avec du coup tout ce qui va avec, c'est-à-dire non seulement un projet d'entreprise singulier, mais également une vision de la société, au sens large, originale. Par ailleurs, l'histoire de la philosophie consiste justement en une confrontation de différentes visions du monde, des visions sur une base rationnelle. Et pour ma part, je vais vous esquisser donc ma propre vision du sujet en coordonnant 4 visions philosophiques. Nous verrons notamment la vision de Nietzsche sur ce sujet, ce qu'il répondrait selon moi, et celle de Platon parmi les 4. Donc il semble tout d'abord que la vision du dirigeant se présente comme portant sur le futur. Lorsqu'un dirigeant annonce avoir une vision, ça porte sur le futur. L'entreprise de demain, dans une certaine mesure, j'y suis allé, chers amis, et j'en suis revenu, raison pour laquelle je peux vous en parler. Ce n'est pas simplement sa vision du présent, sa Weltanschauung, comme on dirait en philosophie, c'est-à-dire sa vision du monde, même si, naturellement, la vision du futur du dirigeant s'enracine dans la vision qu'il a du présent, en tout cas dans l'interprétation qu'il en donne. Elle est donc, et c'est vraiment le point important dans ce moment-là sur lequel je souhaite insister, c'est sa vision du futur. C'est également, dit le dirigeant, la bonne vision. C'est-à-dire que c'est parce qu'il l'a vue qu'il vient vous la présenter. Je veux dire, il n'y a pas d'alternative. C'est pas, elle pourrait pas être aussi bien autre ou différente ou contradictoire avec celle qu'il vous donne. Il l'a vu, le futur, et donc il vient vous le raconter. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est sous un mode assertif qu'un dirigeant d'entreprise le dit. Énonce sa vision. Il l'énonce pas sous le mode du conditionnel, mais bien sous le mode de l'indicatif. Le futur, voilà ce que ce sera, et que ce soit à l'APM ou dans d'autres lieux, vous avez pléthore d'experts vous expliquant justement de quoi va être fait le futur, et raison pour laquelle il faut vous préparer au futur notamment en termes d'intelligence artificielle. Je ne reviens pas sur le sujet. En tout cas, le futur, ils le connaissent, raison pour laquelle ils peuvent vous en parler, les visionnaires. Deuxième temps, ce qu'il y a de pendable du coup chez le visionnaire, c'est d'abord la prétention. La prétention à la vérité, alors qu'il ne fait en réalité qu'émettre une opinion, un point de vue, aussi partiel que partial. Sa vision n'est en fait qu'une extrapolation des données présentes, dans le présent donc, qu'il observe, et dont il tire des conclusions, il essaye de discerner des logiques à l'œuvre, dont il présume que demain, du coup, sera fait. Mais néanmoins, à chaque fois, c'est une cohérence qu'il propose. C'est-à-dire, il pourrait tout aussi bien fournir une autre interprétation avec les autres éléments de la réalité présente, énoncer une autre cohérence à partir de la même réalité observable aujourd'hui. Et de fait, on ne demande pas de personnes qui, à partir des mêmes éléments du présent, prétendent en tirer des visions différentes. Donc finalement, la vision du dirigeant ne présente qu'une cohérence, un futur possible parmi une indéfinité d'autres. La prétendue vision n'est qu'un point de vue, je le disais, et de fait, il y a plusieurs visions concurrentes au sein d'une même entreprise, éventuellement, entre plusieurs DG, pourquoi pas, ou même entre plusieurs managers auxquels on demande à chacun de devenir un leader et donc de se forger sa propre vision, etc. Et donc au sein d'une même entreprise, vous pouvez éventuellement avoir émergence de plusieurs visions, ou a fortiori évidemment des visions du futur au sein d'un même secteur entre dirigeants de différentes entreprises de ce secteur. Mais alors du coup, si plusieurs visions sont possibles, pourquoi donc faire passer la vision du dirigeant, qui n'en est qu'une parmi d'autres, pour la seule possible? Parce qu'il est dirigeant, et précisément parce qu'il cherche à l'imposer, cette vision. À l'imposer. Donc ça sera mon troisième temps. Ce n'est pas tant la justesse de la vision qui compte ici que le fait que ce soit sa vision à lui, se présentant comme la vision exclusive de tout autre, la vision à suivre parce que c'est lui le chef. Et c'est ce que nous dirait Nietzsche en substance, qui se ferait sur notre sujet, lui, le promoteur des visionnaires. Les visionnaires, ces grands artistes, ces créateurs de demain, ces créateurs de vision qui vont parvenir à façonner la réalité de demain conformément à leur vision. On est tout à fait là dans ce qu'écrivait justement, ce sont des artistes, et là-dessus on peut penser à la formule bien connue de Maupassant dans la préface de Pierre et Jean, qui disait que le grand écrivain est celui qui impose à l'humanité son illusion particulière. Et bien pour le visionnaire, c'est pareil.
Il va imposer à l'humanité sa vision particulière. À l'origine, elle lui est particulière, mais petit à petit, par influence ou par la force, par sa force de conviction, éventuellement, il va parvenir à partager suffisamment sa vision pour que tout le monde rentre dans sa vision et pour que de sa vision, il fasse la réalité de demain. La qualité d'une vision dépend ici de la capacité de son auteur, dirigeant, à l'imposer aux autres par la force. Ce fut le cas du Führer, du Duce. Et il est intéressant à cet égard de noter que leader n'est que la traduction anglaise du mot allemand Führer, de l'italien Duce ou de l'espagnol, me semble-t-il, Caudillo. En tout cas, voilà donc ce qui va faire justement le visionnaire, c'est sa capacité à imposer sa vision, donc soit par la force, soit par la ruse. Et aujourd'hui, on en voit pas mal par la ruse dans nos entreprises, justement, de leaders qui ont une vision et qui naturellement ne vont pas l'imposer. Ça fait un peu, c'est un peu rétro, ça. On laisse ça pour d'autres. C'est pas très poli d'imposer sa vision par la force. Du coup, on va l'imposer plutôt par l'influence, en co-construisant la vision. En tout cas, en faisant passer la vision du dirigeant, en essayant de la faire passer, en tout cas, pour librement acceptée et co-construite par les équipes. C'est ça qui est important. C'est qu'il y ait en tout cas une apparence de co-construction et que, in fine, qu'on fasse du participatif. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'elle soit co-construite, cette vision, quand bien même on va influencer éventuellement en sous-main pour, quand même, parce qu'il y a des bonnes et de mauvaises visions. Il y a des visions dans lesquelles on ne voudrait pas rentrer, il y a un cadre quand même relativement étroit, à l'intérieur duquel il serait bon que les salariés veuillent bien entrer. Donc le leader d'entreprise est, sous cet angle, le nouveau prophète, le leader, le Duce, le Führer, le nouveau guide, le nouveau donneur de sens, marchand d'étoiles prenant la suite des chefs politiques et religieux. Ce qui est ensuite demandé à chacun dans l'entreprise, c'est d'y croire, de se faire le porteur de la vision d'entreprise, naturellement disruptive, qui était à l'origine celle du dirigeant. Donc il est demandé à tous de rentrer dans une seule et même vision. On n'est plus dans l'éclatement des visions individuelles où on demanderait à chacun de développer sa propre vision. Très bien, développez si vous voulez votre propre vision, mais in fine, tout ça doit être congruent avec la vision d'entreprise. Vous devez rentrer dans la vision du petit père qui va vous guider vers les lendemains radieux de la rentabilité. Et tout ça rassure tout le monde, finalement, dans un monde VUCA, je n'y reviens pas, qu'il n'y ait qu'une vision. C'est confortable. Ça donne du sens, comme on dit. Non seulement les grands dirigeants sont ceux qui imposent leur vision, mais leur vision s'impose quasiment à eux. Ils la reçoivent quasi mystiquement, et elle devient leur mission, qu'ils doivent accomplir sans faire d'affect, impavidement, car on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, suivant une formule régulièrement partagée par nos chers dirigeants. À eux, notamment, la lourde et noble tâche de déployer la vision, quoi qu'il en coûte humainement, de la réaliser cette vision, quel qu'en soit, je le disais, le coût humain. C'est le prix à payer pour accomplir de grandes choses. Est-ce que vous pensez que Rome s'est faite comme ça sans casser des œufs? Eh bien non. Et donc si on veut bâtir un empire, serait-il économique? Eh bien parfois il faut accepter de casser des œufs. Et c'est la raison pour laquelle c'est un métier. Parce que un certain nombre de personnes, ça peut poser des problèmes moraux. Et donc c'est un métier qui doit être laissé à des professionnels, le fait d'être visionnaire. Et de la décliner, cette vision. L'important, on le voit ici, est que la vision passe pour vraie. Non pas qu'elle soit vraie, mais le tout, c'est qu'elle soit crédible. Ère du storytelling. Et donc, on va embaucher des philosophes d'entreprise, notamment, pour rendre la vision crédible. De la faire passer pour vraie, pour pertinente. D'ailleurs, il n'y a pas de réalité préexistante à la vision, là, dans cette perspective nietzschéenne, très contemporaine. Il ne s'agit pas de voir quelque chose qui existerait ou non, et dont on pourrait débattre. C'est la vision qui va faire advenir la réalité, en embarquant suffisamment de monde, en faisant que d'autres, je le disais tout à l'heure, y croient également. C'est pourquoi, finalement, la vision forme des moutons en entreprise. On lui demande justement d'embarquer tout le monde, d'être aligné. Et tous doivent béatement adhérer à la vision du dirigeant, si co-construite qu'elle se présente. Il faut libérer les salariés, dirait Nietzsche, embrigadés par la vision corporate, mis au pas, qui sont alignés. Vous savez, on veut des salariés alignés dans la vision. Il faut pendre du coup les prétendus visionnaires pour libérer la créativité des autres, libérer l'expression par chacun de son point de vue unique sur le monde. À vrai dire, il n'y a pas même besoin de les pendre, les visionnaires. Ce serait en faire des martyrs. Il suffit de les suspendre, de les exclure poliment, de les licencier. Finalement, le visionnaire est un idéologue. En tout cas, c'est la vision qu'en aurait ici Platon. Le visionnaire se fait des idées, son idée, au lieu de se faire à l'idée avec un I majuscule.
Il voit ce qu'il veut voir. En fonction du prisme déformant de sa subjectivité, de sa sensibilité, au lieu de voir ce qui est. Il est enfermé dans sa vision. La vision est toujours enfermante, aliénante. Les asiles, d'ailleurs, sont remplis de visionnaires. Il faut donc combattre, sous cet angle, les idéologues, les raconteurs de fables. Ceux qui se contentent de rendre une histoire crédible pour y faire adhérer. Plutôt que visionnaire de l'avenir, il faut se faire voyant de ce qui surplombe le temps. L'idée de justice. Le bon dirigeant serait celui qui justement voit le juste, le vrai, le beau et qui essaye d'embarquer ses équipes à cet égard. Qu'est-ce qu'il nous disait? Qu'est-ce que quelqu'un a la formule précise de Rimbaud disant qu'il fallait se faire, dans une lettre, dites la lettre du voyant, il faut se faire voyant par un lent, patient et raisonné, je crois, dérèglement de tous les sens. Donc c'est Rimbaud qui invite non pas à se faire visionnaire, mais à se faire voyant. Et la différence entre les deux, eh bien j'y viens. La différence entre un voyant et un visionnaire est qu'un voyant, lui, voit quelque chose d'extérieur à lui, d'objectif. C'est un réaliste, pour reprendre les catégories de Bruno. Il voit quelque chose d'extérieur à lui que tous éventuellement ne voient pas, mais que d'autres également peuvent voir. La même réalité. Là où le visionnaire, lui, il a des vues, mais qui n'exprime que son point de vue. Il est enfermé dans son point de vue, si vous voulez, le visionnaire. Le voyant a une vision, tandis que le visionnaire forme sa vision qui lui est particulière. La vision elle-même pend. Vous voyez, c'est pas les visionnaires là qui vont pendre, c'est la vision elle-même qui pend, ou plutôt elle est suspendue à la vision des idées, dont elle dépend complètement. Tout, en fin de compte, et notamment la durabilité de l'entreprise, dépend d'une vision vraie de la part des dirigeants. Un visionnaire ne vaut rien par lui-même, c'est la véracité de sa vision qui est déterminante. Car des gens qui prétendent avoir des visions, j'en disais, il y en a des masses. Les asiles en sont remplis. Et cette véracité de la vision, seul un dialogue, du coup, peut le déterminer. Qui, entre deux visionnaires, a raison? Qui, entre deux personnes qui prétendent voir le vrai, qui prétendent avoir vu le juste, dit vrai? Seul le dialogue peut le déterminer, une confrontation des visions sur une base rationnelle. Et ça va être l'exercice, notamment, de la philosophie. L'entreprise, si du moins elle se veut rationnelle, doit donc organiser en interne cette confrontation dialogique des visions. L'intelligence collective en dépend. Autrement dit, il faut qu'une vision ne se contente pas de voir, mais qu'elle puisse raisonner, dialoguer avec les autres pour les comprendre et les dépasser. Sa robustesse s'éprouve à sa capacité à mieux expliquer le réel, le présent, l'avenir aussi, mieux que les autres donc. D'accord? Donc ce qui va faire la capacité, la force de conviction d'une vision, c'est à intégrer davantage de visions que les autres, à intégrer dans sa logique compréhensive davantage d'éléments de la réalité économique que d'autres prétendues visions justement. Et ça va être sa plus grande rationalité qui va en faire la plus grande pertinence dans le champ qui est économique, qui est celui des entreprises. Donc ça va être sa plus grande rationalité, et non pas, comme ça l'était dans le moment précédent, dans sa plus grande force de séduction. Non pas plus de séduction, mais plus de rationalité. C'est ça qui va en faire la plus grande force de conviction. Donc comment comparer du coup une vision à une autre? Par la capacité, je disais, de cette vision à s'intégrer davantage de visions que d'autres, à rendre raison d'autres visions. Alors oui, en effet, la force d'une grande vision vient de sa capacité d'intégration et d'assomption d'autres visions que la sienne, et à la sienne, justement, de vision. Oui, elle se distingue, et elle conquiert une prééminence sur d'autres à proportion de sa capacité à rendre raison des autres, de les intégrer et de les dépasser. Mais alors, qu'est-ce qui distingue une telle vision parfaitement intégratrice d'une idéologie totalitaire, qui se définit précisément par sa capacité à intégrer toute contradiction, que du coup elle va prévenir, et que plus rien ne lui soit à terme opposable. Vous savez que c'est Karl Popper, cité par Bruno si je ne m'abuse précédemment, qui définit l'idéologie justement comme ce à quoi on ne peut plus s'opposer, par sa non-réfutabilité. Un idéologue, quoi que vous lui opposiez, va dire que précisément ce que vous lui opposez, c'est justement parce que si vous vous opposez à lui, ça vient renforcer, apporter de l'eau à son moulin. Si vous vous opposez à lui, c'est justement, vous venez confirmer sa propre logique. De sorte qu'il n'y a plus d'extériorité à sa logique. Eh bien, le grand visionnaire, le bon visionnaire, si je puis dire, c'est celui qui peut-être à terme se ferait idéologue. C'est-à-dire, on ne peut plus rien lui opposer, il a toujours raison. Il n'y a plus d'extériorité à l'idéologie, à sa vision. Il s'est intégré non seulement toutes les autres visions, mais toute extériorité.
Donc une vision d'entreprise, si englobante et totalisante qu'elle se présente, ne doit-elle pas se préserver une extériorité, se ménager la possibilité d'autres visions en son sein ou d'événements dont elle ne parviendrait pas à rendre raison, et cela de manière tout à fait rationnelle. Une vision, si elle se veut rationnelle, si elle veut ne pas basculer dans un délire interprétatif ou virer à l'idéologie, doit admettre pour limite, ne serait-elle que virtuelle, hypothétique, la possibilité de sa remise en question, de sa réfutation. Il doit toujours y avoir quelque chose que la vision reconnaisse pouvoir lui échapper. Autrement dit, elle doit renoncer à l'absolu, à prétendre s'intégrer l'absolu, à prétendre s'ériger en absolu, à ce que ce soit l'absolu qui parle par sa voix, par la voix de l'entreprise, du dirigeant visionnaire, en renonçant notamment à devenir l'entreprise, l'alpha et l'oméga de la vie de ses membres, ou à exiger des moindres faits et gestes de ses salariés qu'ils soient alignés avec la vision. Sans quoi, au nom d'une grande, noble et supérieure vision, on en vient à s'enfermer dans le sectarisme et une forme de totalitarisme. Pour reprendre des termes de Popper, à nouveau, on pourrait ici opposer l'entreprise close à l'entreprise ouverte. Entreprise ouverte qui le serait des expérimentations potentiellement non concluantes et divergentes en interne qu'elle autoriserait d'avec la vision officielle. Ce n'est pas tous les visionnaires qu'il faut pendre, mais tous ceux, et ils sont légions, dont la vision est close, totalisante. Au fond, ce n'est pas tant sa capacité d'intégration qui définit une grande vision, que sa capacité d'ouverture à d'autres qu'elle-même. Une vision d'entreprise s'évaluera en fonction de sa capacité à tolérer en son sein des visions individuelles plus diverses, plutôt qu'à les réduire à l'uniformité en demandant à tous d'être alignés. Disons-le tout net, et j'en finirai par là, il faut se délivrer des visions pour apprendre à voir vraiment, à ne faire que voir, pour recevoir le visible en tant que tel, recevoir ce qui se présente dans l'entreprise telle qu'elle est, dans ses imprévus, plutôt que telle qu'on la rêverait dans un songe éveillé, bien lisse, bien pompeusement appelé vision d'entreprise. Merci à tous, j'en ai fini.